Ma femme a dit que notre fille avait besoin de son vrai père. Alors, je suis parti. Demande le divorce. Ma femme a prononcé ces mots comme un défi, comme une provocation qu'elle était sûre que je n'accepterais pas. Elle m'avait déjà vu menacer de partir, auparavant. Elle m'avait regardé revenir, à chaque fois. Elle savait que je m'étais trop investi, pour tout abandonner. Elle savait que j'avais peur de perdre tout ce que j'avais construit. Elle avait raison, sur tous ces points. Mais elle avait tort, de penser que je n'atteindrais jamais mon point de rupture. Je m'appelle Peter, et je veux vous parler des 8 années que j'ai passées à construire une vie pour des gens, qui ne m'ont jamais considéré comme un membre de leur famille. J'ai passé trop de temps à ignorer ce qui se trouvait, pourtant, juste devant moi. Et quand j'ai enfin vu les choses telles qu'elles étaient, je ne pouvais plus les effacer de ma mémoire. J'ai rencontré Dorothy lorsqu'elle travaillait comme réceptionniste, dans un cabinet dentaire. Et que je suis venu pour un traitement de canal. Elle était belle, et charmante. Après nous être fréquentés pendant un certain temps, elle a mentionné, au cours de l'une de nos conversations, qu'elle était mère célibataire. Et la façon dont elle l'a dit, m'a donné envie de la protéger. Elle m'a raconté que son ex-mari avait été émotionnellement indisponible. Qu'ils s'étaient désengagés de leur mariage, bien avant leur divorce. Et qu'elle avait passé des années à se sentir seule, même en étant mariée. J'ai cru chacun de ces mots, car je n'avais aucune raison d'en douter. Sa fille, Betty, avait 7 ans, lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois. C'était une enfant mignonne, avec de grands yeux marrons, et un sourire timide. La première fois que l'on nous a présentés, je me souviens avoir pensé que je voulais être le genre d'homme, capable de la faire se sentir en sécurité. Ayant moi-même grandi sans père, je comprenais très bien ce que signifiait une telle absence dans une vie. Je me suis dit que si les choses fonctionnaient avec Dorothy, je serais le père que Betty méritait. Je serais présent, d'une manière que mon propre père n'avait jamais été. Dorothy et moi sommes sortis ensemble pendant environ 1 an, avant que je ne la demande en mariage. Pendant cette année-là, tout semblait parfait. Betty s'est attachée à moi, lentement mais sûrement. Et au moment où j'ai demandé à Dorothy de m'épouser, la petite fille se sentait beaucoup plus à l'aise avec moi. Dorothy a pleuré, lorsque j'ai fait ma demande. Elle m'a avoué qu'elle n'aurait jamais cru trouver quelqu'un qui les accepterait. Elle et sa fille, comme un tout indissociable. Elle disait que j'étais différent des autres hommes, que j'étais gentil, patient, et bon. J'étais convaincu de faire ce qui était juste, en l'aimant, elle et sa fille. Nous nous sommes mariés, lors d'une petite cérémonie, avec environ 50 invités. La première série de problèmes a commencé de manière insignifiante. Chaque famille recomposée traverse une période d'adaptation, n'est-ce pas? Je croyais que la patience et la constance finiraient par porter leurs fruits. En y repensant aujourd'hui, je vois à quel point j'avais tort. Mais à l'époque, je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais. Environ 3 mois après le mariage, j'ai remarqué que Betty veillait beaucoup trop tard. Les soirs d'école, pour regarder la télévision, ou jouer à des jeux sur la tablette de sa mère. Le matin, je la voyais se traîner, jusqu'à la table du petit déjeuner. Son professeur avait déjà envoyé un mot, expliquant que Betty semblait fatiguée en classe. Et qu'elle avait du mal à se concentrer. Ses notes, qui étaient correctes au début de l'année scolaire, commençaient à chuter. Je me suis dit que c'était un problème, que nous devions régler, en famille. Un soir, pendant le dîner, j'ai abordé le sujet. Et j'ai dit que nous devrions envisager de fixer une heure de coucher pour Betty, vers 8h30. Les soirs d'école. Cela lui donnerait suffisamment de sommeil, pour être alerte et concentrée, le lendemain. C'était une suggestion simple, que Dorothy apprécierait, pensais-je. Car cela l'aiderait à veiller au bien-être de sa fille. Je pensais que nous aurions une discussion rapide, et que nous parviendrions à un accord. Comme 2 adultes élevant un enfant ensemble. La réaction de Dorothy m'a pris au dépourvu. Elle a posé sa fourchette, et m'a regardé. Avec une expression qui donnait l'impression qu'elle me jaugeait, pour décider comment me gérer. Puis,
elle a déclaré que ce serait elle qui s'occuperait des horaires de sommeil de Betty. Elle m'a dit que je devais la laisser prendre les devants sur les décisions éducatives. Jusqu'à ce que Betty soit plus à l'aise avec moi. Je suis resté assis là, un instant, sans parvenir à comprendre sa réponse. Une part de moi voulait protester. Betty avait des difficultés à l'école, et la solution semblait évidente. Mais une autre part de moi comprenait le point de vue de Dorothy. Betty ne me connaissait que depuis 1 an et demi environ. En comptant la période où Dorothy et moi nous fréquentions, avant le mariage. Ce n'est pas très long, pour qu'un enfant s'adapte à une nouvelle figure d'autorité, dans sa vie. Je ne voulais pas m'imposer comme un dictateur, qui dicte ses lois, et exige l'obéissance. Je voulais que Betty me voie comme quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Et non comme quelqu'un dont elle devait avoir peur. Alors, j'ai reculé. J'ai dit à Dorothy que je comprenais, et que je suivrais ses directives. J'ai décidé de me concentrer, pour être le gars sympa. Au lieu de celui qui fait respecter les règles. Je construisais une relation, basée sur la confiance et l'affection, et non sur la discipline. Je me suis dit que la partie discipline viendrait plus tard. Une fois que Betty serait suffisamment à l'aise avec moi, pour l'accepter. Le problème, c'est que ce moment n'est jamais arrivé. Dorothy n'a cessé de repousser les limites, et j'ai continué à courir après, sans me rendre compte que je n'étais pas censé les atteindre un jour. Environ 6 mois après cette discussion à table, nous sommes allés manger. Dans un restaurant décontracté près de chez nous. C'était un samedi soir, et l'endroit était bondé de familles et de couples qui profitaient de leur week-end. Notre serveur était un jeune homme, probablement un étudiant à l'université, qui travaillait pour payer ses études. Il était poli et attentif, faisant son travail, exactement comme il le devait. Lorsqu'il est venu prendre notre commande, Betty était distraite par quelque chose. Sur son téléphone. Dorothy lui avait donné l'appareil, pour l'occuper pendant que nous attendions. Le serveur se tenait là, patiemment, son stylo prêt. Attendant que Betty lui dise ce qu'elle voulait. Après quelques secondes, il a demandé gentiment, « Et pour vous, jeune fille ?» Betty n'a pas levé les yeux. Elle lui a simplement fait un signe de la main, et a répondu, « Attendez, je suis occupée. » J'ai senti mon visage s'empourprer. J'ai regardé Dorothy, m'attendant à ce qu'elle reprenne Betty. Elle ne l'a pas fait. Elle a juste souri au serveur, d'un air désolé, comme si c'était un comportement normal. Alors, je suis intervenu. J'ai gardé une voix douce, mais j'ai été ferme. J'ai dit, « Betty, on ne parle pas aux gens de cette façon. Pose ton téléphone. Et dis à ce gentil monsieur, ce que tu aimerais manger. » Je pensais lui enseigner les bonnes manières de base. N'importe quel parent raisonnable aurait fait la même chose. Dorothy m'a coupé la parole, avant que je ne puisse ajouter quoi que ce soit. Elle s'est tournée vers Betty, et a dit, « Ma chérie, prends ton temps. » Puis, elle m'a jeté un regard. Ce fut rapide, mais je l'ai capté. Ce regard disait que j'avais franchi une ligne, et que nous en discuterions plus tard. Le reste du dîner s'est déroulé dans un malaise palpable. Betty a boudé, et a à peine touché à sa nourriture. Dorothy était froide et distante avec moi, répondant par des monosyllabes à mes tentatives de conversation. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de terriblement mal. Alors que je m'étais contenté de demander à une enfant d'être polie envers un inconnu. Ce soir-là, après que Betty soit allée se coucher, Dorothy m'a confronté, dans notre chambre. Elle m'a dit que je l'avais embarrassée en public, en reprenant sa fille, devant le serveur. Elle a affirmé que j'avais fait une scène, et humilié sa fille. J'étais confus. Je lui ai demandé, de quelle scène elle parlait. Tout ce que j'avais fait, c'était dire à Betty de poser son téléphone, et de parler avec respect. C'est l'essence même, de l'éducation parentale. C'est ce que tout adulte devrait faire, lorsqu'un enfant se montre impoli. Dorothy a secoué la tête, comme si je ne comprenais rien. Puis, elle a dit une chose, qui allait résonner dans mon esprit, pendant des années. Elle a déclaré, « Tu n'es pas son vrai père, Peter. »
tu dois gagner le droit de la discipliner. Je suis resté planté là, à essayer de donner un sens à ce qu'elle venait de me dire. Je lui ai demandé combien de temps il me faudrait pour mériter ce droit. Je lui ai demandé ce que je devais faire, quelles étapes je devais franchir. Et quels tests je devais réussir. Elle n'avait pas de réponse. Elle s'est contentée de dire que ces choses prennent du temps, et que je devais être patient. Ce que je n'avais pas réalisé, à ce moment-là, c'est que je ne gagnerais jamais ce droit. L'argent a toujours été au centre de notre arrangement, même si je ne le voyais pas de cette façon. À l'époque. Je pensais que je construisais une famille, et que j'investissais dans un avenir. Avec la femme que j'aimais, et la fille que j'essayais de faire mienne. La différence entre nos revenus était importante, car j'étais mieux payé. Mais je n'y prêtais pas beaucoup d'attention. Beaucoup de mariages impliquent un partenaire qui gagne plus que l'autre. Ce qui comptait pour moi, c'était que nous construisions quelque chose, ensemble. Au début de notre mariage, nous avions eu une conversation sur la façon dont nous gérerions nos finances. Dorothy a dit qu'elle voulait continuer à travailler à temps partiel, afin d'être disponible pour Betty, après l'école. La garde d'enfants coûtait cher, et avoir un parent disponible pour les trajets, l'aide aux devoirs. Les rendez-vous médicaux, et les activités extrascolaires, semblaient être un choix judicieux. J'étais d'accord. Sur le papier, c'était logique. Pourquoi payer un inconnu, pour faire ce que Dorothy pouvait faire, elle-même? Mais voici ce qui s'est réellement passé. Les revenus à temps partiel de Dorothy allaient directement sur son compte bancaire personnel. Cet argent était à elle, et rien qu'à elle. Elle l'utilisait pour ses vêtements, ses rendez-vous chez le coiffeur, ses manucures, ses déjeuners et dîners avec ses amis, ainsi que pour ses séances de shopping, le week-end. Elle n'a jamais contribué, à hauteur d'un seul dollar, aux dépenses de notre foyer. Ni pour le prêt immobilier, ni pour les factures, ni pour les courses, ni pour les besoins de Betty. Rien du tout. Mon salaire payait tout le reste, y compris les frais de scolarité de sa fille, ses cours de danse. Ses leçons de piano, qu'elle a d'ailleurs abandonnées après 3 mois, ses camps d'été. Et bien plus encore. Je ne me suis jamais plaint, une seule fois, de cet arrangement, car je pensais que c'était le rôle des maris et des pères. Ils subvenaient aux besoins de leur famille, pour que les personnes qu'ils aimaient puissent avoir une vie confortable. J'avais grandi en regardant ma mère lutter, en tant que parent isolé. N'ayant jamais assez d'argent pour quoi que ce soit, toujours inquiète, à cause des factures. Je m'étais promis que je ne laisserais jamais ma famille vivre ce genre de stress. J'ai donc travaillé dur, j'ai bien gagné ma vie, et j'ai cédé mon salaire. Sans me poser de questions. Ce que je n'avais pas compris, c'est que je ne construisais pas une famille. J'en finançais une. Un autre homme était censé contribuer, mais il était aux abonnés absents. L'ex-mari de Dorothy devait verser une pension alimentaire. Selon leur accord de divorce, il devait payer 4,000 $ par mois pour l'entretien de Betty. Cela représente 4,8 $ par an. Au cours des 8 années où j'ai été marié à Dorothy, James aurait dû payer 400 $ de pension alimentaire. Je doute qu'il en ait payé, ne serait-ce qu'un quart. Les paiements de James étaient, au mieux, sporadiques. Il envoyait 2 cents, 000 $ un mois, puis plus rien pendant 3 mois, ensuite peut-être 3 cents, 000 $. Puis de nouveau rien, pendant 2 mois. Il avait toujours une excuse toute trouvée. Le travail tournait au ralenti. Sa voiture était en panne. Il avait eu des frais médicaux imprévus. Son loyer avait augmenté. Les temps étaient durs. Il y avait toujours un imprévu. Dorothy ne le bousculait jamais. Elle n'a jamais menacé de le traîner en justice. Elle n'a jamais engagé d'avocat pour récupérer l'argent qu'il devait. Elle n'a même jamais semblé en être en colère. Quand je lui demandais pourquoi elle le laissait s'en tirer sans payer, elle me jetait ce regard triste et compréhensif. Puis me disait que James entretenait une relation compliquée avec l'argent.
Elle affirmait qu'il n'était pas doué pour gérer ses finances, et que lui mettre la pression ne ferait qu'empirer les choses. Elle soutenait qu'il était plus facile de simplement laisser couler, plutôt que de se battre à ce sujet. Pendant ce temps, je payais pour tout ce dont sa fille avait besoin. Je faisais tout ce qu'un père est censé faire, et je payais pour en avoir le privilège. Et James, lui, avait le beau rôle du papa amusant. Il débarquait certains week-ends, une fois par mois, ou une fois toutes les 6 semaines. Avec un nouveau jouet, ou une sortie spéciale de prévu. Il emmenait Betty au cinéma ou à la salle d'arcade, lui achetait des glaces et des bonbons. La laissait veiller tard, puis la ramenait à la maison. Pour que je puisse gérer sa baisse d'énergie due au sucre. Et son rythme de sommeil complètement perturbé. Ce qui me dérangeait vraiment, bien plus que je ne voulais l'admettre. C'était le mérite que James récoltait, pour ne presque rien faire. Lorsque James envoyait de l'argent, même s'il ne s'agissait que de 2 cents, 000 $. Après 3 mois de silence, Dorothy traitait cela comme une occasion spéciale. Elle emmenait Betty faire du shopping, et lui disait que son papa lui avait envoyé quelque chose de spécial. Betty rentrait à la maison avec une nouvelle tenue, ou un nouveau jouet. Et elle était tellement heureuse, que son papa ait pensé à elle. Dorothy souriait, et disait que James faisait de son mieux, et qu'il était vraiment adorable d'avoir envoyé quelque chose pour sa petite fille. Quand je payais pour quelque chose destiné à Betty, il n'y avait aucune annonce. Dorothy ne prenait pas Betty à part, pour lui dire que Peter lui avait acheté ceci. Parce qu'il l'aimait. Il n'y avait pas de carte de remerciement, pas de reconnaissance spéciale, aucune gratitude. De quelque sorte que ce soit. Mes contributions étaient attendues, et totalement invisibles. Elles faisaient simplement partie du décor, au même titre que l'électricité, ou l'eau courante. Personne ne remercie la compagnie d'électricité, pour maintenir la lumière allumée. Personne ne me remerciait, pour maintenir la famille à flot. Bien que je me consolasse. En me disant que je ne faisais pas tout cela pour la reconnaissance ou les louanges. Cela me blessait quand même. En réalité, je le faisais parce que j'aimais Betty, et que je voulais qu'elle ait une belle vie. Parce que c'était la bonne chose à faire. Mais avec le recul, aujourd'hui, je pense que je me mentais à moi-même. Je ne pouvais tout simplement pas me l'avouer, à l'époque. Je ne pouvais pas affronter la vérité, sur ce qu'était devenu mon mariage. Car affronter cette vérité, aurait signifié faire face à la possibilité que j'avais commis une terrible erreur, et je n'étais pas encore prêt, pour cela. Au moment où Betty a eu 11 ans, les choses avaient changé. C'était une préadolescente, avec un certain caractère, ce qui est tout à fait normal. Mais son attitude envers moi, était différente de son attitude, envers tous les autres. Elle était adorable avec sa mère, mais avec moi, elle se montrait froide, méprisante, et parfois ouvertement hostile. Je me souviens de la première fois, où elle m'a dit que je n'étais pas son vrai père. Nous nous disputions à propos du temps d'écran, et elle m'a regardé droit dans les yeux. Pour me dire, tu ne peux pas me dire ce que je dois faire. Tu n'es pas mon vrai père. Puis elle s'est éloignée, et je suis resté là, à me sentir totalement impuissant. Même après en avoir parlé à sa mère, Dorothy, un peu plus tard. En m'attendant à ce qu'elle dise quelque chose, pour corriger sa fille. Ou pour me soutenir un tant soit peu, Dorothy a simplement haussé les épaules. Et m'a dit que Betty traversait un âge difficile, et que je ne devais pas le prendre personnellement. Puis, elle est retournée à ce qu'elle faisait, comme si de rien n'était. Ce fut la première fois que j'ai sérieusement envisagé le divorce. J'ai fait des recherches sur les avocats spécialisés en divorce, dans notre région. Je me suis renseigné sur la procédure, les coûts, et le partage des biens. J'ai réfléchi à ce à quoi ressemblerait ma vie, si je partais. Plus calme, plus solitaire peut-être, mais aussi libéré. De ce sentiment constant d'être un étranger, dans ma propre maison. Je n'ai appelé aucun de ces avocats. Je me suis dit que les choses allaient s'arranger, que Betty traversait juste une phase. Que Dorothy finirait par voir ce qui se passait, et qu'elle interviendrait. Je me suis convaincu que je m'étais trop investi, pour tout abandonner,
4 ans de mariage. Plus l'année de nos premières rencontres, la maison que nous avions achetée ensemble. Le fonds d'études que j'avais ouvert pour Betty, et, tout simplement, la vie que j'avais bâtie. Avec le recul, j'ai reconnu ce que c'était. L'illusion des coups irrécupérables. Je suis resté, non pas parce que les choses allaient bien, mais parce que j'avais déjà tant donné. Que partir ressemblait à un aveu d'échec. J'allais commettre cette erreur plusieurs fois encore, avant de retenir, enfin, la leçon. Les années qui se sont écoulées, entre les 11 et les 15 ans de Betty, ont été une lente érosion. Cela s'est produit à travers de petits instants, qui se sont accumulés. Comme des gouttes d'eau usant la pierre. Il y a eu cette fois, où je suis rentré d'une journée de travail de 12 heures. Pour découvrir que Dorothy avait invité son ex-mari à dîner. Elle ne m'avait pas prévenu de sa venue. Je suis entré dans ma propre maison, pour voir ma femme, son ex-mari, et leur fille. Assis à ma table à manger, en train de dîner. Dorothy m'a présenté, comme si j'étais un invité. Oh, James, tu te souviens de Peter? James m'a à peine accordé un regard. Je n'ai pas mangé, ce soir-là, et je me suis excusé, pour aller me réfugier dans mon bureau. Dorothy m'y a rejoint plus tard, et m'a dit que j'avais été impoli, de m'éclipser aussi vite. Je lui ai demandé, pourquoi elle ne m'avait pas prévenu, que James venait. Elle a répondu, qu'elle ne pensait pas que ce soit très grave. Ce fut la deuxième fois, que j'envisageais de divorcer. Je suis allé jusqu'à rencontrer un avocat, pour une consultation. Il m'a expliqué la procédure, m'a dit à quoi m'attendre, concernant le partage des biens. Et m'a demandé, si j'étais sûr de mon choix. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Puis je suis rentré chez moi, et Dorothy m'a accueilli à la porte, avec un câlin, et des excuses. Elle a avoué, qu'elle savait que les choses avaient été difficiles, entre nous, ces derniers temps. Elle a dit qu'elle m'aimait, qu'elle s'adapterait, et qu'elle parlerait également à Betty. Pour qu'elle se montre plus respectueuse. Elle a tenu ma main, et m'a regardé, avec ses yeux qui m'avaient fait craquer pour elle. Toutes ces années auparavant. J'avais envie de la croire. Alors, j'ai appelé l'avocat le lendemain, pour lui dire que je n'aurais finalement pas besoin de ses services. La discussion avec Betty n'a jamais eu lieu, ou alors, elle n'a eu aucun effet. En l'espace de 2 semaines, les choses étaient revenues à la normale. Et par normal, je veux dire, terrible. Ce cycle allait se répéter, à plusieurs reprises, au cours des années suivantes. Les choses empiraient, au point que je devenais distant, et commençais à planifier mon départ. Mais Dorothy sentait toujours, quand je m'éloignais. Elle allumait alors son charme, juste assez longtemps, pour m'attirer à nouveau dans ses filets. Puis nous retournions, au statu quo. La dynamique a changé, quelque part autour de la 6e année de notre mariage. Betty avait 14 ans, et elle avait perfectionné l'art, de me traiter comme un moins que rien. Mais ce qui a vraiment changé, c'est que Dorothy a cessé de faire semblant, d'être neutre. Elle a commencé à s'y mettre, elle aussi. À ce stade, la seule chose qui m'empêchait de partir, c'était la honte. Je ne voulais pas avouer à mes amis, à ma famille, ou à moi-même, que j'avais échoué dans mon mariage. J'ai transformé ma souffrance en vertu, parce qu'affronter la vérité était beaucoup trop douloureux. Mais plus j'y pensais, et plus les choses empiraient. Au début du mois de décembre, j'attendais les fêtes, avec impatience. Noël avait toujours été ma période préférée de l'année. Et malgré tout, j'avais encore cet espoir naïf, que nous pourrions passer une belle fête de famille. Tous ensemble. J'avais déjà acheté des cadeaux, pour Dorothy et Betty. Fait des réservations dans un bon restaurant pour le réveillon, et prévu de cuisiner un grand repas. Le jour de Noël. C'est là que Dorothy m'a fait asseoir, dans le salon, environ 2 semaines avant Noël. Elle affichait un regard particulier, lorsqu'elle m'a annoncé, que Betty et elle avaient décidé de passer Noël avec James. Elle a expliqué, que Betty avait besoin de passer du temps avec son vrai père. Et qu'elle partirait le soir du réveillon, pour revenir le lendemain de Noël. Elle a livré cette information, sans même se soucier, de la façon dont cela pourrait m'affecter.
Je lui ai demandé ce que j'étais censé faire, de mon côté. Étais-je censé passer Noël tout seul, dans notre maison, pendant que ma femme et ma belle-fille faisaient la fête avec son ex-mari? Dorothy m'a regardé, avec quelque chose qui ressemblait beaucoup à du mépris. Elle m'a dit que, si cela ne me plaisait pas, je n'avais qu'à demander le divorce. Elle a réellement prononcé ces mots, comme s'il s'agissait d'un défi. Elle était persuadée que je n'accepterais pas. Elle m'avait déjà vu menacer de partir, auparavant. Elle m'avait vu reculer, à chaque fois, et elle était sûre que je reculerais, une fois de plus. Dans son esprit, j'étais trop impliqué, trop effrayé, et trop faible, pour aller jusqu'au bout. Quelque chose a changé en moi, à cet instant précis. Je ne saurais pas comment le décrire, si ce n'est en disant que quelque chose s'est finalement brisé. Pas mon cœur, car celui-ci se brisait lentement, depuis des années. J'ai regardé Dorothy et, pour la première fois depuis des années, je l'ai vue comme une femme qui ne m'avait jamais aimé. J'ai vu une femme qui s'était servie de moi pour sa sécurité financière, tout en accordant sa loyauté émotionnelle à quelqu'un d'autre. J'ai vu une femme qui avait laissé sa fille me traiter comme une poubelle, car elle ne me considérait pas comme digne d'être défendue. J'ai dit, d'accord, je vais suivre ton conseil. Je veux divorcer. La confusion sur son visage était flagrante, car elle ne s'attendait pas du tout à une telle réponse. Je me suis levé du canapé, et j'ai marché vers mon bureau. J'ai récupéré les coordonnées de l'avocat, spécialiste du divorce, que j'avais consulté des années auparavant, et je lui ai envoyé un email pour lui demander s'il était disponible pour une entrevue. Les semaines qui ont suivi ma décision de divorcer de Dorothy ont été difficiles. Mais je m'y étais préparé. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était l'absence totale de remise en question. De la part de l'une, comme de l'autre. Pas une seule fois, au cours de toute la procédure de divorce, Dorothy ou Betty ne se sont excusées. Pour quoi que ce soit. Pas une seule fois, aucune d'elles n'a exprimé de regret. Pour la façon dont elles m'avaient traité, au fil des ans. Pas une seule fois, elles n'ont reconnu que leur comportement avait pu jouer un rôle dans l'échec de notre mariage. Au lieu de cela, elles ont agi comme si j'étais le grand méchant de l'histoire. Dorothy a lancé une véritable campagne pour me faire passer pour le mauvais garçon. Elle a raconté, à quiconque voulait bien l'entendre, que j'étais un homme sans cœur et égoïste. Elle s'est fait passer pour la victime et m'a dépeint comme le monstre qui avait détruit notre famille. Ce qu'elle omettait, très opportunément, dans chacune de ses conversations, c'était l'ultimatum de Noël, qui avait été à l'origine de tout cela. Dans sa version des faits, je m'étais simplement réveillé un beau jour, en décidant d'abandonner ma famille, sans aucune raison valable. Betty était encore pire. Elle avait 16 ans, à ce moment-là, elle était donc assez grande pour comprendre la situation. Et assez grande, pour choisir son camp. Elle a choisi celui de sa mère, sans la moindre hésitation. La première fois que nous avons parlé, après que j'ai annoncé mon intention de divorcer, elle m'a dit que j'étais mort, pour elle. Elle a déclaré que je n'avais jamais été son père, et qu'elle était heureuse de me voir partir. Elle a ajouté qu'elle avait toujours su que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. Et que désormais, tout le monde le saurait, également. Ses paroles étaient tranchantes et précises, conçues sur mesure, pour causer un maximum de dégâts. Elle avait très bien appris de sa mère comment me blesser avec des mots. Elle m'a traité de monstre, et a quitté la pièce en trombe, claquant la porte derrière elle. Ce fut la dernière véritable conversation que nous n'ayons jamais eue. Lorsque la procédure de divorce a commencé, l'avocat de Dorothy s'en est pris à moi. Avec un acharnement sans précédent. Ils ont formulé des allégations, destinées à détruire ma réputation, et à faire pencher la balance en faveur de Dorothy. La violence économique fut leur première accusation. Ils ont soutenu que j'avais contrôlé les finances de la famille, de manière manipulatrice, restreignant l'accès de Dorothy à l'argent, et utilisant mes revenus comme un véritable outil de pouvoir.
Cette accusation était totalement absurde, pour quiconque connaissait la vérité. Dorothy possédait son propre compte bancaire, auquel je n'avais jamais touché. Elle dépensait ses revenus à temps partiel, exactement comme elle le souhaitait. Pendant que je payais, absolument tout le reste. Je ne lui ai jamais dit ce qu'elle pouvait, ou ne pouvait pas acheter, avec son argent. Je n'ai jamais limité ses dépenses, d'aucune façon. Mais son avocat a déformé la situation, pour donner l'impression que je l'avais maintenue prisonnière, et complètement dépendante de moi. Leur deuxième accusation portait sur la négligence émotionnelle. Ils ont fait valoir que j'avais été distant et peu impliqué, en tant que parent pour Betty. Ils ont brossé le portrait d'un homme qui vivait dans la même maison que sa belle-fille, mais qui ne communiquait jamais avec elle, ne participait jamais à sa vie, et ne montrait aucun intérêt pour son bien-être. Cette accusation était, elle aussi, complètement fausse, mais il était beaucoup plus difficile de la réfuter avec de simples documents. Comment prouver que l'on était présent? Comment prouver que l'on se souciait de l'autre? Leur troisième sous-entendu fut le plus grave, et de loin le plus malhonnête. Ils ont laissé entendre que j'avais été verbalement violent, sans pour autant porter d'accusation formelle. Ils ont utilisé des expressions, telles que « environnement familial hostile » et « langage dégradant », sans fournir aucune précision, ni la moindre preuve. Ils tâtaient le terrain, pour voir s'ils pouvaient faire tenir l'accusation, sans avoir à prouver quoi que ce soit. Si je n'avais pas été préparé, et si je n'avais pas conservé de dossier au fil des ans, ces insinuations auraient pu causer de réels dommages, à mon dossier, ainsi qu'à ma réputation. Mais, j'étais préparé. Au fil des ans, sans même me rendre compte, que je me bâtissais une ligne de défense. J'avais gardé une trace, de chaque détail. J'avais des relevés bancaires, remontant à plusieurs années, prouvant que j'avais payé environ 90% de toutes les dépenses du foyer. La trace écrite était claire, et totalement indéniable. J'avais conservé les reçus, de chaque achat important effectué pour Betty, y compris son appareil dentaire à 4,000 $. Ses cours de danse qui coûtaient des centaines de dollars chaque mois, ses séances de tutorat privé, ses camps d'été, ses fournitures scolaires, ses vêtements, sans oublier ses appareils électroniques. J'avais des emails et des SMS, montrant que je m'impliquais activement dans son éducation et ses activités, en posant des questions sur ses devoirs, ses notes, et les événements à venir. J'avais des bulletins de notes, avec mes propres commentaires, griffonnés dans les marges. J'avais même des documents de son école, me désignant comme le contact d'urgence principal pendant les 8 années de mon mariage. Chaque fois que Dorothy avait inscrit mon nom, comme étant la personne à appeler. Lorsque Betty était malade ou avait des ennuis, elle avait elle-même créé des preuves de mon implication dans la vie de sa fille. Lorsque mon avocat a présenté toutes ces preuves au tribunal, le dossier de Dorothy s'est effondré, comme un château de cartes, en plein vent. Son avocat avait lancé des accusations, mais il n'avait absolument aucune preuve pour les étayer. Ils avaient des accusations, mais aucune documentation. Ils m'avaient dépeint comme un beau-père négligent, contrôlant et abusif. Mais les traces écrites racontaient une histoire complètement différente. Les relevés bancaires montraient un homme qui s'était sacrifié financièrement pendant des années pour subvenir aux besoins d'une famille qui n'était même pas la sienne, par les liens du sang. Le juge a très vite percé à jour la petite stratégie de Dorothy. Je pouvais deviner, à la façon dont elle regardait Dorothy, pendant les audiences, qu'elle avait déjà vu ce genre de comportement, par le passé. Elle avait déjà vu d'autres personnes tenter d'utiliser le système judiciaire pour punir des conjoints qui n'avaient rien fait de mal. Elle n'a pas été impressionnée par la performance de Dorothy et les tactiques de son avocat ne l'ont pas trompée un seul instant. En fin de compte, les biens ont été divisés, conformément à la loi de l'État. Il n'y avait rien que je puisse faire contre cela. J'ai perdu beaucoup plus que ce que j'aurais souhaité. Dorothy a reçu une part de mes économies de retraite. Certains autres investissements
que nous avions réalisés pendant le mariage, ont été divisés en 2 parts égales. En fin de compte, Dorothy est repartie, avec des centaines de milliers de dollars d'actifs que j'avais gagnés, grâce à mon propre labeur, tandis qu'elle travaillait à temps partiel et dépensait ses revenus, pour elle-même. Cela m'a fait mal, de voir des années de travail acharné être divisées, puis remises à quelqu'un qui avait si peu contribué à construire ce que nous possédions. C'était profondément injuste. J'avais l'impression d'être puni, pour avoir été le seul à être responsable. Mais je comprenais que c'était ainsi que la loi fonctionnait, et que c'était, finalement, le prix de la liberté. Je pouvais soit rester coincé, dans un mariage misérable, pour protéger mes biens, soit payer le coût financier, pour récupérer ma vie. Et j'ai choisi de payer. Il n'y a pas eu de pension alimentaire, ce qui fut un immense soulagement. Dorothy était tout à fait capable de travailler à temps plein, et le juge a déterminé qu'elle n'avait pas besoin de mon soutien financier, de façon continue. Elle avait un emploi, des compétences, et venait d'obtenir une indemnité substantielle. Il n'y avait donc aucune raison pour que je continue de la payer indéfiniment, sous prétexte que nous avions été mariés. Le juge a été très clair sur ce point, et l'avocat de Dorothy n'a pas insisté. Il n'y a eu, non plus, aucune obligation continue envers Betty. Et ce fut le seul point positif, de toutes ces années passées, à me faire rappeler que je n'étais pas son vrai père. Étant donné que je n'avais jamais adopté Betty légalement, je n'avais aucune obligation juridique de subvenir à ses besoins, une fois le mariage terminé. James était toujours son père, sur les plans légal et financiers. Cette responsabilité lui incombait désormais, et non plus à moi. Le divorce a été prononcé, environ 16 mois après cette fameuse conversation de Noël. Oui, j'avais perdu de l'argent. Oui, j'avais perdu un temps précieux, que je ne pourrais jamais récupérer. Oui, j'avais perdu l'avenir que j'avais autrefois imaginé pour moi-même, la famille heureuse. Le fait de vieillir ensemble, la stabilité que je pensais construire. Mais j'avais aussi perdu cette tension permanente. J'avais perdu cette anxiété, qui m'accueillait chaque matin, et me suivait jusque dans mon lit. Chaque soir. Le coût financier était bien réel, et il me faudrait des années pour m'en remettre. Mais j'allais m'en remettre. Je n'étais pas sûr d'avoir pu survivre une décennie de plus, en vivant comme je l'avais fait. J'ai emménagé dans un appartement, à l'autre bout de la ville. Environ une semaine après l'officialisation du divorce. Il a fallu s'habituer à cette nouvelle paix. J'avais tellement pris l'habitude de l'attention, que son absence me paraissait étrange. Et presque inconfortable, au début. Il a fallu que je réapprenne à me détendre dans ma propre maison. J'ai dû m'enseigner, à moi-même, que j'étais désormais en sécurité, et peu à peu. J'ai appris à savourer le silence. Quelques mois après le divorce, j'ai commencé à consulter un thérapeute. Je savais que j'avais besoin d'aide, pour comprendre ce qui m'était arrivé. Et pour m'assurer que cela ne se reproduirait plus jamais. Mon thérapeute m'a aidé à voir les schémas, auxquels j'étais resté aveugle, pendant tant d'années. Il m'a expliqué que Dorothy avait utilisé une technique appelée le renforcement intermittent, qui consiste à alterner entre la cruauté et des actes de gentillesse occasionnels, afin de garder l'autre personne émotionnellement accro. Elle se montrait douce pendant quelques jours, me laissant croire que les bons moments étaient de retour. Puis, une fois que je m'étais à nouveau investi dans le mariage, elle reprenait immédiatement son comportement habituel. Je me suis plongé corps et âme dans ma carrière, avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Sans ce stress constant à la maison, qui épuisait mes ressources mentales et émotionnelles. J'ai découvert que j'avais bien plus à donner, au travail. J'ai accepté des projets stimulants, que j'aurais fui auparavant, et je suis resté tard. Quand c'était nécessaire, sans avoir à m'inquiéter de l'humeur dans laquelle Dorothy serait. À mon retour. Je me suis porté volontaire, pour des missions qui repoussaient les limites de mes capacités. Et mettaient en valeur mes compétences. J'ai commencé à reconstruire la sécurité financière que j'avais perdue.
Lors du règlement de mon divorce. Le trou dans mes économies était profond, mais je le comblais, mois après mois. Et salaire après salaire. Étais-je heureux? Oui, sincèrement ravi, d'une manière dont j'avais oublié qu'elle était encore possible. Pas à chaque instant de chaque jour, parce que la vie ne fonctionne pas ainsi, pour personne. Mais de manière générale, comme état d'esprit de base, j'étais plus heureux que je ne l'avais été depuis des années. Pendant que je reconstruisais ma vie pièce par pièce, Dorothy et Betty regardaient la leur s'effondrer lentement. Je n'en connaissais pas les détails au début, car j'avais coupé tout contact. Et j'avais dit à nos connaissances communes que je ne voulais pas avoir de leurs nouvelles. Mais les informations finissent toujours par filtrer, surtout à l'ère des réseaux sociaux, où tout le monde est connecté, à quelques degrés de séparation. J'ai entendu des choses ici et là, venant de personnes qui ne réalisaient pas que je souhaitais être tenu dans l'ignorance. Dorothy était sortie du divorce, avec des centaines de milliers de dollars. Pour la plupart des gens, une telle somme d'argent représenterait un matelas de sécurité très confortable. Ce serait amplement suffisant pour louer un appartement décent pendant des années, pour s'établir une vie stable, ou pour planifier l'avenir, avec une certaine marge de manœuvre. Une personne responsable aurait utilisé cet argent pour bâtir des fondations, pour faire la transition en trouvant un meilleur emploi, ou pour investir dans une éducation ou une formation menant à des revenus plus élevés. Dorothy et Betty n'ont rien fait de tout cela. Elles ont traité cette indemnité comme si elles avaient gagné à la loterie. D'après ce que j'ai entendu, Dorothy n'a pas augmenté ses heures de travail après le divorce. Elle a conservé son emploi à temps partiel, rapportant au maximum 1,5 cents par mois. C'était loin d'être suffisant pour couvrir le loyer, les charges, la nourriture, les transports et toutes les autres dépenses de la vie quotidienne, surtout pas dans la région où nous vivions. Mais Dorothy n'a pas ajusté leur style de vie pour s'adapter à leur nouvelle réalité. Elles ont continué à vivre comme si j'étais toujours là pour tout payer. James, le père biologique de Betty, n'a pas pris le relais. À vrai dire, il est devenu encore moins fiable après le divorce. James a continué son schéma de paiement sporadique et insuffisant, trouvant toujours de nouvelles excuses pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas payer la totalité de la somme. En moins d'un an, l'argent s'était envolé. Tout avait été dilapidé, en l'espace de 12 mois, entre dépenses imprudentes et douces illusions. Leur premier message est arrivé environ 13 mois après que le divorce ait été finalisé. J'avais changé mon numéro de téléphone, spécifiquement, pour que Dorothy ne puisse plus me contacter. Mais elle a trouvé un autre moyen. Elle a retrouvé mon adresse email via le site web de mon entreprise, qui répertoriait les coordonnées des employés travaillant dans mon département. Un matin, j'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai vu un email provenant d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet indiquait « Pour le bien de Betty ». Je savais de quoi il s'agissait avant même de l'ouvrir. J'ai hésité un instant à le supprimer sans même le lire. Une part de moi était curieuse. Une part de moi voulait savoir ce qu'elle oserait me dire après tout ce qui s'était passé. Contre mon meilleur jugement, j'ai cliqué sur le message. L'email avait été soigneusement rédigé pour éviter d'assumer la moindre responsabilité, tout en continuant à me demander de l'argent. Dorothy a commencé en expliquant que les choses avaient été difficiles depuis le divorce. Elle a dit que Betty rencontrait des problèmes émotionnels et scolaires, que ce grand bouleversement avait gravement affecté ses notes, ainsi que sa santé mentale. Elle a affirmé qu'elle faisait face à des difficultés financières qui menaçaient leur stabilité, utilisant un langage vague, qui ne précisait pas exactement comment elles avaient pu flamber 2 cents, 000 $, en une seule année. Elle a reconnu, dans les termes les plus généraux possibles, que les choses s'étaient très mal terminées entre nous. Elle n'a pas précisé de quelle chose il s'agissait. Elle n'a pas expliqué pourquoi cela s'était si mal terminé. Elle n'a reconnu aucun rôle qu'elle aurait pu y jouer.
Elle a simplement noté que la fin avait été douloureuse. Comme s'il s'agissait d'une catastrophe naturelle, qui nous avait frappés tous les deux. Plutôt qu'une situation, qu'elle avait elle-même créée. Puis, est venue la requête. Elle se demandait, si je pouvais l'aider à payer le loyer de ce mois-là. Juste pour cette fois, précisait-elle, pour le bien de l'enfant que j'avais élevé. Elle m'a rappelé que j'avais fait partie de la vie de Betty pendant 8 ans. Comme si j'avais besoin qu'on me le rappelle. Elle comptait sur ma culpabilité, pour faire tout le travail à sa place. J'ai lu cet email, à la recherche de la moindre excuse, ou d'une reconnaissance honnête. Que ce qu'elle m'avait fait, était mal, de n'importe quel signe de remords sincère. Plutôt que des regrets purement stratégiques. Mais il n'y avait rien de tel, nulle part dans le message. Il n'y avait qu'une simple main tendue pour réclamer de l'argent. Exactement comme cela l'avait toujours été, tout au long de notre mariage. La dynamique n'avait, absolument pas changé. Dorothy me voyait toujours comme une source de revenus, et non comme une personne. Elle s'attendait toujours à ce que je résolve ses problèmes. Sans jamais rien m'offrir de significatif, en retour. J'ai tapé ma réponse, pour lui dire, je suis sûr que le vrai père de Betty pourra vous aider à payer le loyer. S'il te plaît, ne me contacte plus. Cette adresse email sera bloquée. Ensuite, j'ai bloqué son adresse email, et j'ai continué ma journée. Quelques semaines plus tard, un message est apparu dans ma boîte de réception LinkedIn. Provenant d'un profil que je ne connaissais pas. La photo de profil était une image générique, et le nom m'était totalement inconnu. Mais lorsque j'ai ouvert le message, j'ai immédiatement compris, qui l'avait envoyé. C'était Betty. Elle avait créé un faux compte LinkedIn, spécifiquement pour contourner mes blocages. Et pour parvenir à me joindre. Son message était beaucoup plus long que celui de Dorothy, et bien plus calculé. Elle a commencé par reconnaître, qu'elle n'avait pas toujours été gentille avec moi. Elle a dit qu'elle n'était qu'une enfant, et qu'elle ne comprenait pas, ce qu'elle faisait. Elle s'est dépeinte comme une enfant innocente, qui avait fait des erreurs. Sans se rendre compte des conséquences. Puis, elle a basculé vers la nostalgie. Elle m'a rappelé que c'était moi, qui l'avais élevée. Elle m'a demandé si je me souvenais, de certains moments précis, que nous avions partagés. Elle essayait de jouer sur mes émotions, de raviver les souvenirs de cette brève période. Où notre relation avait été bonne. C'est alors, qu'est apparu le véritable but de son message. Elle m'a annoncé, qu'elles étaient sur le point d'être expulsées. Elles avaient reçu une mise en demeure, et il leur restait 2 semaines, pour trouver l'argent. Sinon, elles se retrouveraient à la rue. Elle m'a demandé, si je pouvais s'il te plaît, l'aider juste pour cette fois. Au nom du bon vieux temps. J'ai très bien remarqué, ce qu'elle était en train de faire. Elle utilisait les mêmes techniques de manipulation, que celles que sa mère, lui avait apprises. Elle invoquait nos souvenirs communs, pour recréer une connexion émotionnelle. Elle présentait leur crise comme une urgence absolue, que moi seul pouvais résoudre. Mais j'ai aussi remarqué, ce qui manquait cruellement, à son discours. Il n'y avait aucune excuse sincère. Je n'ai pas répondu. J'ai signalé ce faux profil à LinkedIn, et je l'ai bloqué. Ensuite, j'ai simplement vaqué à mes occupations. Au cours des mois suivants, les messages ont continué d'affluer. Elles ont trouvé de nouveaux moyens, pour me joindre. Peu importe le nombre de fois où je les bloquais, Dorothy créait de nouvelles adresses e-mail. En utilisant des noms différents, et différents services de messagerie. Betty a créé encore plus de faux profils, sur les réseaux sociaux. Elles ont envoyé des messages à mes amis, leur demandant de me transmettre leurs appels à l'aide. Plaçant ainsi mes proches, dans la position très inconfortable d'intermédiaire. Elles ont envoyé des lettres physiques à mon lieu de travail, m'étant adressées personnellement. Ce qui m'a obligé, à expliquer la situation à mon responsable de bureau. Pour lui demander que tout courrier de leur part, soit immédiatement jeté, sans même m'être remis. Le ton des messages a peu à peu évolué, à mesure qu'elles devenaient de plus en plus désespérées. Les premiers messages se voulaient amicaux, essayant de faire appel à cette connexion que nous avions autrefois partagée. Elles utilisaient un langage chaleureux,
et invoquaient d'heureux souvenirs. Lorsque ces messages ont échoué à obtenir la moindre réponse, le ton a brutalement changé. Les messages se sont concentrés sur la culpabilité, minutieusement conçue, pour que je me sente responsable de leur souffrance. Elles m'ont accusé d'abandonner une enfant, d'être un monstre sans cœur, et de les laisser souffrir. Par simple orgueil. Dorothy a écrit qu'elle avait toujours su que j'étais une personne froide à l'intérieur. Et que le divorce avait fini par révéler ma véritable nature. Betty m'a écrit qu'elle pleurait en pensant à moi, toutes les nuits, et que j'étais l'unique raison pour laquelle elle échouait à l'école. Et quand la culpabilité n'a pas fonctionné, certains des messages sont devenus chargés de colère. Dorothy a affirmé que je regretterais de leur avoir tourné le dos lorsque je serai vieux et seul, sans personne pour s'occuper de moi. Betty a déclaré qu'elle espérait que je ne trouverais jamais le bonheur, et que je méritais de rester misérable. Elles ont menacé de raconter à tout le monde quel genre de personne j'étais vraiment, afin de m'exposer comme le monstre qu'elles croyaient que j'étais. Cette menace était presque drôle, d'une manière assez sombre. Elles avaient déjà essayé de détruire ma réputation pendant le divorce, en proférant des accusations qu'elles ne pouvaient pas étayer, et absolument personne ne les avait crues. Elles avaient déjà raconté, à quiconque voulait bien l'entendre, que j'étais le grand méchant. Et cela n'avait pas fonctionné. Mais elles continuaient à proférer cette menace, comme si elle avait le moindre pouvoir sur moi. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'ai bloqué chaque nouvelle adresse email, et chaque nouveau profil, sur les réseaux sociaux. J'ai demandé à mes amis d'ignorer tout message venant de Dorothy ou Betty. Et de ne rien me transmettre, sous aucun prétexte. Finalement, les messages allaient bien devoir s'arrêter. Elles finiraient par manquer de moyens pour me joindre, elles finiraient par abandonner. Ou par trouver quelqu'un d'autre, pour les entretenir. Jusque-là, je continuerai à bloquer, et à ignorer. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Dorothy et Betty, après que les messages aient finalement cessé. À un moment donné, elles ont simplement arrêté d'essayer de me joindre. Peut-être ont-elles trouvé quelqu'un d'autre, pour les soutenir. Un autre homme, prêt à jouer le même rôle que j'avais joué. Peut-être que James a fini par assumer ses responsabilités, bien que, d'après tout ce que je savais de lui, j'en doutais très sérieusement. Elles ont peut-être appris à prendre soin d'elles-mêmes, à trouver de meilleurs emplois. Et à faire des choix beaucoup plus intelligents. Je l'ignore, et j'ai fait la paix avec le fait de ne pas le savoir. Leurs vies ne sont plus du tout mon problème. Je ne regrette pas d'avoir divorcé. En fait, je regrette seulement de ne pas l'avoir fait beaucoup plus tôt. Je regrette ces années que j'ai passées à espérer que les choses finiraient par changer. Alors même que les preuves me montraient sans cesse que cela n'arriverait jamais. Je regrette chaque fois où j'ai renoncé à partir, parce que Dorothy rallumait son charme. Et me laissait croire que les choses allaient s'arranger. Mais le regret n'a de valeur que si l'on en tire une leçon. Le regret, sans l'apprentissage, n'est qu'une souffrance sans le moindre but. Et j'ai beaucoup appris de mes années passées avec Dorothy. Ainsi que des conséquences de mon départ. J'ai appris à reconnaître quand les gens se servent de moi. À prêter attention aux actes plutôt qu'aux paroles, et à remarquer quand quelqu'un ne m'apprécie que pour ce que je peux lui apporter. Si vous lisez ceci et que quelque chose vous semble familier. Si vous vous reconnaissez dans l'homme que j'étais, je veux que vous sachiez une chose. Les choses ne s'arrangent pas d'elles-mêmes. Les personnes qui sont prêtes à vous maltraiter décident rarement de leur propre chef de commencer à bien vous traiter. Le changement que vous espérez ne se produit presque jamais. Et l'investissement que vous avez déjà fait, les années, l'argent et toute l'émotion que vous avez investie dans cette relation ne constitue pas une bonne raison pour continuer à vous investir davantage dans quelque chose qui vous rend si malheureux. Vous méritez d'être traité avec respect par les personnes que vous aimez. Vous méritez de vous sentir valorisé au sein de votre propre foyer. Vous méritez d'être considéré comme une véritable personne, et non pas juste comme un simple pourvoyeur. Si les personnes qui partagent votre vie ne peuvent pas vous offrir ces choses fondamentales,
Elle ne mérite tout simplement pas votre amour. C'est la plus grande leçon que j'ai apprise à travers ces années de douleur. Et un divorce qui m'a coûté presque tout ce que j'avais mis tant d'efforts à construire. J'espère que vous le comprendrez beaucoup plus vite que moi. J'espère que vous reconnaîtrez les signes bien plus tôt. J'espère que vous trouverez le courage de partir avant de perdre autant de choses que ce que j'ai pu perdre. Et si vous êtes déjà parti, si vous êtes déjà passé de l'autre côté de cette difficile décision, j'espère que vous savez que la suite est bien meilleure. La culpabilité s'estompe, le sentiment de paix grandit, et un jour, vous regarderez en arrière. Et vous réaliserez que partir a été la meilleure chose que vous ayez jamais faite pour vous-même.